Bonjour chers humains et bienvenue à la conférence des cahiers de propriété intellectuelle organisée par la chaire L.R. Wilson. Les deux humains que vous voyez devant vous tenteront du mieux de leur capacité humaine d'expliquer la relation entre mon intelligence et le contrat. Bon. Vous aurez compris que pour nous, la vraie intelligence, c'est nécessairement l'intelligence avec un petit peu d'humour. Et nous, on n'a pas écrit. Donc on veut avoir l'air plus intelligent, donc vous ne trouverez pas un article de notre part dans les cahiers de la propriété intellectuelle. Mais cela étant dit, on a quelques idées. Aujourd'hui, on va vous parler de contrat, on a à peine 20 minutes, donc ça va aller vite. Et c'est un sujet qui est évidemment en pleine croissance. On va évacuer toute la question des blockchains parce que vous avez déjà eu une présentation au meilleur de ma compréhension sur ce sujet où vous allez en avoir une. Une fois qu'on a dit ça, avant de commencer, j'aimerais parler de deux syndromes. Et puisque de nos jours, la seule manière de faire réagir les foules, c'est la science-fiction, eh bien on a décidé de prendre deux héros, deux super-héros. Le premier super-héros, c'est Superman. Superman, donc, qui est un héros de DC, puis il y a une tendance assez généralisée quand on parle d'intelligence artificielle de dire ça va régler tous les problèmes. Et certains vont parler de technomagie, d'autres vont parler de solutionnisme technologique. Mais ce qu'il faut saisir dans cette présentation, c'est qu'on va vous donner des exemples, mais sans se prononcer sur le caractère positif ou négatif. Autrement dit, il y a des promesses, il y a des richesses, mais il y a aussi les risques et les menaces qui viennent avec. Le deuxième super-héros que j'aimerais invoquer, c'est Thor. Pourquoi Thor ? Tout simplement parce que j'aimerais que vous enleviez le H du Thor, T-O-R, tout ou rien. Et il y a cette tendance généralisée à dire « Ah bah tiens, c'est toute intelligence artificielle » ou « c'est pas du tout de l'intelligence artificielle ». Et nous, ce qu'on aimerait vous dire, c'est véritablement qu'il y a différentes manifestations de l'intelligence artificielle et qu'on peut tout à fait vivre dans un monde qui superpose les technologies. Ce débat n'a rien de nouveau. C'est-à-dire dans les années 90, quand on parlait du papier et de ce qu'on appelait les nouvelles technologies de l'information, eh bien, il y avait une ambivalence, il y avait une coexistence des différentes technologies en tant que telles. Donc c'est important de garder en tête ces deux super-héros. Premièrement parce qu'on les adore, mais deuxièmement parce que ça permet déjà d'éviter des écueils importants par rapport à l'intelligence artificielle. Une fois qu'on a dit ça, le plan de la présentation, c'est assez simple. La première chose, c'est qu'on va évidemment dresser la table. Dresser la table par rapport aux nouvelles méthodes, les nouveaux modèles d'affaires et par rapport à l'évolution du contrat en tant que tel. Le deuxième élément, des exemples plus concrets de l'utilisation de l'intelligence artificielle en matière contractuelle et finalement, certains défis qui sont importants, qui sont conceptuels mais aussi bien pratiques pour les intervenants du milieu. Pour reprendre une expression qui est chère d'un professeur, le 2, ça serait l'état du droit et le 3, ça serait le droit dans tous ses états. Vous l'aurez reconnu certainement. On commence donc avec l'expression économie numérique. L'économie numérique, c'est un terme qu'on voit à peu près partout et maintenant, tous les programmes de droit évoluent pour ne plus parler de technologie de l'information mais d'économie numérique. Là, vous allez vous demander qu'est-ce que ça veut bien dire économie numérique ? Eh bien, ce n'est pas évident. C'est une définition qui est un petit peu aimante sans vraiment être aimante et je m'explique. Ce qu'on vient utiliser comme définition, le gouvernement du Québec nous en donne, le réseau formé par les fournisseurs et les utilisateurs du contenu et des technologies utilisées dans la vie quotidienne. Bref, ça regroupe un petit peu près tout ce qui permet d'englober les technologies de l'information selon le gouvernement du Québec. Pour nous, une des certitudes, c'est que dans cette nouvelle économie numérique, il y a une denrée qui est importante, c'est la donnée en tant que telle. C'est les données qui font aujourd'hui que peut-être on peut parler d'un paradigme de l'économie numérique. Et une fois qu'on a dit ça, c'est important de passer ensuite sur la notion même de contrat, parce qu'il y a évidemment un contexte à ça. Et l'intelligence artificielle se situe dans une continuité d'une certaine évolution contractuelle. Premièrement, parce que le contrat évolue, il se rallonge, il se complexifie, et ça fait depuis 10-20 ans. Donc on a maintenant des contrats qui sont de plus en plus longs, que personne ne lit, et on inclut des choses tout aussi surréalistes les unes que les autres. Là, vous en avez un exemple qui est assez frappant. En 2016, eh bien, il y a un détaillant de jeux vidéo qui explique sereinement, en toute sérénité, que l'individu, en acceptant, accepte de vendre son âme. Donc vous vous rendez compte que ça frise un petit peu le n'importe quoi, mais c'est tout simplement parce qu'en tant que tel, le contrat a évolué. C'est peut-être pas nécessairement relié à l'intelligence artificielle, mais on s'inscrit dans la continuité de cette évolution. Et à cet égard, l'expression est peut-être pas charmante, mais on parle véritablement ces derniers temps de diarrhée contractuelle. C'est-à-dire plus le contrat est long, et surtout quand on a des lettres qui sont en majuscules, eh bien plus on trouve ça bien. Respectueusement, je pense que c'est une erreur.
C'est-à-dire, je pense, puis je donne ma propre expérience, plus on enlève ces lettres majuscules et on raccourcit le contrat, mieux c'est, parce que ça ne sert à rien d'aller commencer à jouer dans des définitions et avoir des contrats de dizaines et dizaines de pages pour que personne les lise. Ça, c'est mon petit édito personnel. Une fois qu'on a dit ça, le contrat évolue, mais le mode de compensation également. Et ça, c'est important de le souligner quand on pense à l'intelligence artificielle. Trop souvent, on a tendance à dire, bon ben voilà, contrat égale valeur monétaire. Oui et non. En ce sens qu'effectivement, il y a un enjeu pécuniaire qui est souvent relié au contrat, bien qu'on ait des contrats gratuits, mais il faut aussi saisir qu'en matière de consommation, il y a une nouvelle tendance qui se dessine, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on souscrit à un régime, à un service en particulier, par exemple en ligne, et qu'on ne paye pas, que c'est gratuit nécessairement. C'est important de le saisir parce que les données en tant que telles ont une valeur, sans pour autant qu'on soit tout à fait capable de leur attribuer une valeur monétaire. Mais c'est fondamental de le saisir. Puis à cet égard, on le cite trop peu souvent, nous les juristes, mais en économie, Milton Friedman répétait tout le temps, il n'y a pas de repas gratuit. Et les juristes devraient assimiler cette citation parce que c'est tout à fait vrai en matière contractuelle. Il n'y a pas de repas gratuit, sauf aujourd'hui parce que vous avez payé pour l'événement. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, on voit de plus en plus, et c'est important de le saisir, c'est dans la continuité des pratiques incitatives en matière de c'est-à-dire le fait on parle de marchandisation des données. Puis je prends un exemple, le dernier, c'est-à-dire le dernier point, la loi californienne. Vous avez peut-être dû voir qu'il y a une nouvelle loi en Californie qui va rentrer en vigueur en 2020. Et elle est importante, cette loi, parce que d'une part, on recoupe avec certains principes importants du RGPD, certains droits, mais on parle également énormément de mercantilisation des données. Et comment est-ce qu'on peut finalement recevoir un incitatif financier en donnant des renseignements personnels? Ça vous donne une idée un petit peu de cette nouvelle tendance sur le plan contractuel par rapport aux données. Ensuite, et ça c'est important également de le saisir, on a parlé de la compensation, on a parlé de contrats qui évoluent, mais il faut aussi saisir que derrière le contrat, on parle tout le temps de consentement. Et le consentement, ça c'est une notion qui est de moins en moins évidente, particulièrement dans le domaine contractuel, parce que vous l'aurez compris, les contrats sont longs, les contrats sont complexes, et on a envie absolument d'invoquer le consentement pour que finalement on se rende compte que ce n'est pas du tout un consentement libre et éclairé tel que défini dans le Code civil du Québec. On prend l'exemple de la protection des renseignements personnels, parce que mais on aurait pu prendre un autre exemple dans un autre domaine, mais on voit qu'il y a tout un tas de règles très spécifiques sur le consentement en matière de collecte, en matière d'utilisation, en matière de communication. Puis c'est véritablement des règles qui sont intéressantes, mais à toute fin pratique sont difficilement applicables. Et on a des lignes directrices qui rentrent en vigueur le 1er février 2019. Il y a des idées fantastiques, mais la vraie difficulté pour les entreprises, ça va être capable de les appliquer. Ça m'amène à cet aspect. Comment est-ce qu'on fait dans le domaine de l'intelligence artificielle pour réconcilier en tant que tel ces notions de contrat, ces notions de consentement et d'intelligence artificielle, alors même que souvent, on est dans une approche qui est exploratoire quand on traite des données. C'est-à-dire qu'on a envie d'inférer des choses, d'observer des choses, de dériver des choses, sans pour autant savoir à l'origine ce qu'on cherche. C'est une dynamique un petit peu de chercheur, et dans ce contexte, comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de souscrire à cela? Et en plus, souvent, on pense souvent à la notion de données personnelles, mais c'est bien plus large que ça. C'est-à-dire qu'il y a des données confidentielles, puis il y a différents types de données qui vont être sujets à des lois différentes. Donc c'est important de comprendre dans ce portrait que le contrat évolue, la compensation évolue, le consentement évolue. Et là, on arrive avec l'intelligence artificielle en bout de chaîne et on se demande comment on fait pour naviguer dans tout ça. Ce petit laïus étant fait, on passe maintenant à des exemples concrets où on utilise de l'intelligence artificielle et je vais passer la parole à William. Donc oui, exactement. L'intelligence artificielle, on peut en parler aussi comme outil contractuel. Un outil qui s'introduit dans tout le processus contractuel. On peut appeler ça aussi le cycle contractuel qui a plusieurs étapes. On peut les identifier comme la recherche de co-contractants, la rédaction du contrat, la conclusion du contrat, la gestion de ces contrats-là, l'interprétation et l'exécution contractuelle. Donc, cette section va être un peu plus factuelle. On va vous expliquer un peu en quoi l'intelligence artificielle s'introduit justement dans ce processus-là. Puis on va voir étape par étape les bénéfices, mais aussi les risques, les enjeux qui peuvent être juridiques ou éthiques. Donc, tout d'abord, la recherche de co-contractants. Le marketing comportemental, ça, on en entend parler depuis longtemps. Mais il y a aussi l'ajustement automatique de l'offre. Des choses comme ça que l'intelligence artificielle propulse. Donc, permet vraiment de pousser le bouchon encore un peu plus loin et de rapprocher l'offrant du besoin du client, même de l'anticiper. Tout ça est assez spécial quand on pense que, par exemple, des critères qui peuvent être discriminants peuvent être pris en compte. Parmi tous les critères qui sont pris en compte maintenant par les algorithmes,
comme la géolocalisation pour hausser les prix, ou le fait que la batterie sur votre téléphone est rendue à 2 ou 5 eh bien, le prix du taxi nouveau genre, eh bien, il va augmenter. Donc, ça, c'est des critères qui peuvent être discriminants et l'éthique de tout ça est discutable. On peut aussi parler d'un contexte d'embauche, par exemple, d'un contexte d'analyse de candidature. Donc, on veut signer un contrat de travail, mais avant, on va faire une analyse exhaustive des candidats. Eh bien, maintenant, il y a des outils d'intelligence artificielle qui permettent de créer un modèle prédictif, par exemple, d'un employé modèle, d'un employé performant. Il y a aussi des outils qui permettent de générer des tests, d'autogénérer des tests d'aptitude, par exemple, ou des questions d'entrevue. Donc, encore une fois, on a un risque incroyable de discrimination, de biais, de discrimination algorithmique. C'est important de discerner la corrélation de la causalité. Donc, vraiment, de savoir si un critère en tant que tel est vraiment un critère spécifique comme le sexe, la race, où est-ce que tu habites, quoi que ce soit, est-ce que c'est vraiment des choses qui sont... Non, c'est pas quelque chose qui est important à considérer. Donc là, encore une fois, c'est vraiment un enjeu qu'il y a par rapport à cette analyse de candidature-là. On a une deuxième étape qui est la rédaction du contrat. Donc, une fois qu'on a trouvé notre co-contractant, on doit rédiger un contrat. Et puis, il y a des outils maintenant qui, au-delà des modèles que les avocats et tout, vous utilisez à chaque jour quand vous rédigez des contrats, qui vous font sauver énormément de temps, il y a des outils maintenant qui permettent de concocter sur mesure des clauses qui sont propres à des écosystèmes factuels très précis et qui permettent, encore une fois, de sauver énormément de temps. Donc ça va être des outils qui vont se développer de plus en plus dans le futur, mais il y a encore des risques reliés à ça. Est-ce que l'outil est à jour? Est-ce que l'outil est à la fine pointe de la jurisprudence? Est-ce qu'il apprend bien de ses erreurs? Parce que, par exemple, l'avocat doit toujours garder la main sur ces outils-là. L'avocat doit garder un œil sur ce qui est écrit et apporter des modifications finales. Et puis, l'avocat, quand il va faire ces modifications-là, bien, l'outil d'intelligence artificielle, grâce à son apprentissage automatique, eh bien, peut apprendre de ces erreurs-là et s'améliorer peu à peu. Déjà là, en se basant sur des modèles, mais apprendre aussi des modifications qui sont faites par le professionnel. Troisième étape, on veut conclure le contrat, on veut le comprendre, on veut le négocier. Donc, tout d'abord, oui, il y a des outils d'intelligence artificielle qui permettent de faire une analyse exhaustive du co-contractant potentiel. Pensons par exemple à une banque qui veut accorder une hypothèque ou un prêt. On peut maintenant, grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, faire des recherches exhaustives dans des documents, des courriels, des états financiers, tout ce qui concerne l'individu pour détecter ou prévoir des comportements qui pourraient être dangereux ou frauduleux ou quoi que ce soit. Donc, encore un outil qui permet à prendre une décision peut-être éclairée sur oui ou non on signe le contrat, mais qui peut encore avoir des enjeux discriminatoires. On a aussi dans un contexte d'adhésion, par exemple, contrat d'adhésion, mon collègue l'a dit, les politiques de vie privée, les terms and conditions, c'est compliqué, c'est long. Bien, maintenant, il y a des outils qui sont même gratuits. Moi, j'ai deux add-ons sur mon Google Chrome qui s'appellent Privacy Check, Polysys. C'est pas parfait, mais ça permet, grâce à la reconnaissance de texte algorithmique, de lire ces politiques-là pour nous et puis vraiment d'en refaire ressortir, comme vous voyez à l'écran, sous forme d'icônes. Qu'est-ce que ça implique? À quoi je consens exactement? Vous pouvez voir, par exemple, l'icône avec l'enveloppe. Est-ce que mes adresses courriels sont collectées? Est-ce qu'ils sont envoyés à des tiers? Donc, toutes les icônes veulent dire quelque chose en particulier avec les couleurs. Donc, ça permet vraiment d'avoir un résumé de ce à quoi on consent. Ce n'est pas parfait, ça ne dit pas tout, mais quand même, c'est vraiment des outils qui permettent, dans un contexte d'adhésion, de comprendre à quoi on consent. Finalement, dans un contexte de gré à gré, on peut imaginer des outils d'intelligence artificielle qui vont suggérer, avec une multitude de modèles de contrats, encore des solutions win-win. Donc, vraiment des solutions qui peuvent nous permettre d'avoir une négociation équitable, efficace, rapide. Donc, d'autres exemples. Finalement, la gestion des contrats. Chez Fasken, maintenant, on a le logiciel algorithmique qui s'appelle Kira. Kira qui permet d'analyser, de réviser des contrats de transactions valant plusieurs milliards de dollars, en se basant encore une fois sur des centaines de modèles de contrats. Donc oui, rechercher de façon algorithmique dans la base de données des contrats, un peu calqué à la façon Google, ce qui se fait comme recherche en vertu du comportement du professionnel, en vertu de ses habitudes. Donc vraiment d'avoir une recherche qui est spécifique, efficace pour le professionnel et de vraiment lui montrer le document ou le contrat qu'il recherche immédiatement. Finalement, encore une fois, question de révision de contrat, d'analyse du risque, de quantification probabiliste. La firme américaine LawGeeks a cette année défié 20 avocats américains, des associés, des avocats d'expérience, d'analyser le risque de 50 ententes de confidentialité différentes. Et puis, c'est ça, ils ont mis en compétition avec leur algorithme d'intelligence artificielle qui lui aussi analysait ce risque-là. Et puis, vous pouvez voir à l'écran la différence de score. Là. Il y a vraiment eu une moyenne de 84 chez les 20 avocats d'expérience, il faut le dire, qui se sont fait littéralement planter par l'algorithme d'intelligence artificielle. Donc, encore une fois, pour des tâches assez spécifiques, des tâches qui sont vraiment bien encadrées, les algorithmes aujourd'hui peuvent dépasser l'être humain. Finalement, les litiges et l'interprétation contractuelle, bien, indirectement, quand on rédige un contrat de façon plus automatisée,
Pas tout le temps, mais on va avoir peut-être moins d'ambiguïté. Les styles personnels de chaque avocat peuvent être à long terme tentés à disparaître. Donc, l'interprétation sera facilitée, oui, de ces contrats-là. Puis, on a donc encore des outils d'intelligence artificielle qui permettent d'analyser les chances de succès dans un litige contractuel, par exemple, en se basant sur des éléments de fait et de droit, de mettre en surveillance des éléments qui seraient favorables pour influencer les juridictions, d'influencer les juges dans les différentes juridictions. Et puis aussi, vraiment, de se baser encore une fois sur plusieurs éléments pour aider à avoir un litige bien préparé et prévoir ses chances de succès. Et ça va à l'échelle-là un taux de succès de 84 %. Donc, c'est quand même des choses qui sont efficaces, des choses qui peuvent marcher aujourd'hui puis qui sont déjà utilisées dans la vie de tous les jours. Donc, finalement, l'exécution du contrat, assez rapide. On sait l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça touche à tous les domaines d'activité. Ça a une belle polyvalence. Et c'est autonome. Donc, ça peut exécuter, on l'a vu aujourd'hui, ça peut faire des œuvres d'art, des pièces musicales, ça peut faire des virements d'argent automatiques en lisant le contrat par rapport aux modalités, aux taux à suivre, aux délais stipulés au contrat. Et on a bien sûr aussi, par exemple, des travaux physiques comme ce super tracteur tout droit sorti d'un film de Transformers qui permet de, comme une voiture autonome, à entretenir les terres, arroser tout ça, et ça sans conducteur, de façon autonome avec plein de capteurs. Et c'est déjà en marché aux États-Unis depuis 2016. Donc, c'est plein d'exemples de prestations de l'obligation contractuelle. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, c'est des beaux exemples. Puis je vous rassure, moi je vais vous donner par contre une petite parenthèse Kira. Kira, on en parle à toutes les sauces, puis on dit souvent que c'est génial pour les avocats, mais croyez pas que les avocats sont face à leur bureau en train de boire leur café et d'avoir la machine qui travaille derrière. C'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'il faut l'entraîner, et ça prend du temps, véritablement. Et il y a les questions linguistiques également. Et évidemment, le français n'est pas traité de la même manière que l'anglais. Donc c'est important de le saisir. Kira, je pense que véritablement c'est un fantastique outil, mais il n'en demeure pas moins que derrière, à l'œuvre, il y a bien l'être humain. Puis c'est important de le saisir parce que trop souvent, on a tendance à se dire c'est fini dans les gros bureaux, maintenant ils sont en train de jouer aux fléchettes pendant que le contrat est en train de s'écrire. J'aimerais beaucoup ça, mais bon, peut-être dans quelques années. Toujours est-il qu'une fois qu'on a dit ça, on a donné un petit peu une idée au niveau du cycle contractuel, du moment auquel l'intelligence artificielle peut permettre de faciliter les choses. Maintenant, il y a les défis en tant que tels. Et le premier défi dont j'aimerais parler, puis c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est la question de la propriété. Et souvent, en fait, on est dans une situation où on a un algorithme qui travaille sur des données. Et évidemment, à partir du moment où il y a un travail, eh bien, on veut être capable de réclamer un certain bénéfice par rapport à ces données. C'est-à-dire que j'ai investi de l'argent pour développer un algorithme particulier et j'ai un résultat final qui constitue des données, mais ça a quand même une valeur pour moi. Et dans ce contexte, la question qui se pose, c'est souvent, on le sort à toutes les sauces, c'est la question de la propriété. À qui appartiennent les données dérivées, observées, inférées, qui ont été produites? Ça, c'est une vraie question. Puis là, il y a deux enjeux. Puis je vais vous présenter les deux enjeux. Il y a l'aspect théorique, très fondamental, qui est super intéressant, mais on n'a pas de solution. Puis après, il y a l'aspect contractuel, où là, on trouve des solutions. Dans le vide, eh bien, on insère des clauses particulières dans les contrats par rapport à la propriété des données. Le premier élément, sur le plan juridique, évidemment, ce qui pose problème, c'est, en fait, la problématique en tant que telle est très problématique. La notion de propriété et la notion de données. D'abord, c'est des notions qui sont presque inconciliables. Et on a juste à regarder un arrêt de la Cour suprême du Canada, où, et ça c'est le premier point, mais j'ai des trop petits yeux pour le voir, où en fait, la Cour considère qu'il ne peut pas y avoir de vol de données, puisqu'on ne peut pas être propriétaire de données. Alors, il faut replacer cette décision à l'heure de son époque, c'est-à-dire en 1964, si je ne m'abuse, si je vois bien. 88, oula. Une autre époque. Bon, du moins, c'était une autre époque, on parle d'une vingtaine d'années, mais il n'en demeure pas moins que la notion même de propriété de données va mal ensemble. Le deuxième élément, c'est on parle maintenant de données. Vous constaterez qu'on parle uniquement dans les lois au Canada de données informatiques dans le code criminel. Mais cela étant dit, on n'a pas de législation omnibus pour traiter tout type de données. Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une superposition de régimes de droit qui vont venir encadrer de manière différente les données. On va avoir les enjeux en matière de droit d'auteur, on va avoir évidemment la protection des renseignements personnels, on va avoir tout ce qui concerne les secrets de commerce et on va avoir tout ce qui concerne les bases de données. Donc quand on œuvre dans le domaine, eh bien, il faut un petit peu naviguer dans ce fouillis, ce capharnaüm de loi en fait. Puis ça, c'est une réalité. À ce niveau-là, il faut trouver une solution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans une situation où on dit, bon ben voilà, il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'encadrements, donc on ne sait pas trop ce qu'on fait. Ce qui se passe tout simplement, c'est que dans les contrats, maintenant, on trouve des clauses qui sont assez simples. Puis on les retrouve à peu près à toutes les sauces, où on vient dire, eh bien,
on demeure propriétaire exclusif des données qui pourraient être inférées de votre utilisation des services ou qui découleraient de vos données. D'accord ? Et ça, c'est important de le saisir parce qu'il y a une préoccupation de la part des organisations de pouvoir dire, bon ben voilà, j'ai investi, donc je voudrais avoir un retour sur investissement. Cela étant dit, on se place du point de vue de l'organisation. Mais du point de vue de l'utilisateur, c'est peut-être fort différent. C'est-à-dire que peut-être que lui, il a des renseignements personnels qui sont intégrés dans cette approche, qui sont intégrés dans ce set de données, et cet individu, en vertu des lois applicables, a des droits par rapport à ces données. Donc on se retrouve dans des situations un petit peu difficiles où peut-être qu'il y a lieu de repenser, en fait de penser à plusieurs contrôles de la donnée en tant que telle. Parce qu'effectivement, on peut tout à fait dire qu'il y a des droits d'accès, des droits de rectification des droits à l'oubli par rapport aux renseignements personnels, mais vis-à-vis de l'organisation, il y a une volonté de chercher une certaine garantie par rapport à ce qu'on a généré comme travail en tant que tel, le fruit de notre travail. Donc c'est important de le saisir que cet aspect de propriété des données, c'est une question magnifique sur le plan juridique, sur le plan vraiment fondamental, mais sur le plan contractuel, ça se traduit comme ça. Pour le moment, on n'a pas eu de décision. Du moins, à ma connaissance, je n'ai jamais vu un tribunal qui se prononce là-dessus en se demandant est-ce que véritablement c'est légal de mettre de telles clauses dans les contrats. J'ai hâte de voir par la suite, mais si jamais on disait que ce n'était pas légal en tant que tel, je me mets à la place d'une organisation. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment réussir à garantir une forme de sécurité par rapport à un investissement qui a été fait? Puis c'est une vraie question. Puis ce n'est pas une question théorique, c'est une question pratique. Comment est-ce qu'on fait pour garantir une forme de sécurité juridique? Et à cet égard, je pense, moi, mon laïus, c'est l'équilibre, c'est-à-dire trouver véritablement un équilibre entre les intérêts évidemment des individus, mais aussi les intérêts des organisations, parce que c'est une question qui est plus complexe qu'uniquement l'aspect pécuniaire ou uniquement défendre, mettons, l'individu contre les grosses corporations. Cela étant dit, on passe sur le deuxième aspect, sur la responsabilité civile contractuelle. Donc, vous pouvez voir sur cette diapositive à quel point je m'inspire des talents artistiques de mon super professeur. Traitons de cette multiplicité d'acteurs, mais dans une perspective de responsabilité spécifiquement contractuelle. On va prendre une mise en situation, par exemple. On va revenir au tracteur qu'on a parlé tantôt, autonome, qui, par exemple, lors d'un dysfonctionnement, lorsqu'il est en train d'entretenir les terres, et lors d'un dysfonctionnement, eh bien, il va percuter la ferme voisine et puis faire beaucoup de dommages et tuer plusieurs personnes. La responsabilité civile, oui, est impliquée, mais l'attribution de la responsabilité dans le contrat est complexifiée justement par cette multiplicité d'acteurs-là et par l'avènement de l'intelligence artificielle. Je crois que cette attribution de la responsabilité dans le contrat va peut-être aller plus vers le haut, dû au caractère autonome de l'intelligence artificielle, donc peut-être plus attribuer de responsabilité aux concepteurs, aux programmeurs de l'algorithme. Donc, c'est quelque chose qui est particulier. Prenons une autre mise en situation, par exemple, un médecin qui utilise de plus en plus aujourd'hui des outils d'aide à la décision dans un contexte médical, des outils d'intelligence artificielle. Si, par exemple, il y a une erreur qui est faite, une erreur médicale, directement liée à des mauvaises informations données par l'outil d'aide à la décision en contexte médical, est-ce qu'on peut tenir vraiment responsable dans le contrat le concepteur et le programmeur? C'est une question qui se pose, et puis pour empêcher ça ou pour protéger ces individus-là, il est important d'écrire dans le contrat que le professionnel se doit de garder un œil et de garder la main, de garder un contrôle sur ce qui est fait et d'utiliser l'outil d'intelligence artificielle comme on dit, un outil et non comme quelqu'un qui peut tirer les conclusions à sa place. Donc ça, c'est très important. Un autre point, en termes de dommages, il y a beaucoup de dommages qui peuvent être causés par l'intelligence artificielle qui fait des prestations d'obligations contractuelles, va remplir des obligations contractuelles. Et puis, il y a un article du Code civil, dépoussiérons encore ce Code civil, pour parler de l'article 1613 qui parle qu'en matière contractuelle, on ne peut demander, on ne peut faire un recours pour des dommages et intérêts qui ne sont prévisibles ou qu'on a pu prévoir au moment de la formation du contrat. Donc, de façon générale, c'est important, quand on va rédiger un contrat, de définir et de délimiter qu'est-ce qui est prévisible et qu'est-ce qu'on peut prévoir aujourd'hui qui va arriver avec l'intelligence artificielle. Parce que, pour question de vulgariser un peu, l'intelligence artificielle, c'est très imprévisible. C'est comme un enfant, on a beau bien le nourrir, bien l'élever. Avec l'apprentissage profond aujourd'hui, il peut arriver un peu n'importe quoi avec ça, ça peut mal tourner. Et puis, cet article-là vient prendre un tout autre sens et vient montrer que c'est important de bien délimiter ce qui est prévoyable.
Finalement, là, on se retrouve donc avec une protection en spécifiant ce qui est prévoyable et pas. On se retrouve avec une espèce de déséquilibre. Il y a une autre partie qui va être vulnérable du fait de cette protection-là d'une des parties. Il y a une des parties qui, à cause de l'imprévisibilité de l'intelligence artificielle, va se trouver vulnérable. Donc, parlons un peu du droit de la protection du consommateur en lien avec justement cette imprévisibilité-là de l'intelligence artificielle. Eh bien, on sait, en vertu de notre LPC, que le bien vendu doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est destiné. Il doit servir aussi à un usage normal pendant une durée raisonnable. Il doit être exempt de vice caché, puis accompagné aussi d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger qu'il ne pouvait lui-même se rendre compte. Et finalement, il doit être décrit de façon détaillée lorsque le contrat va être conclu à distance. Donc ça, c'est toutes des dispositions qui viennent un peu être un peu en conflit avec le caractère imprévisible, vraiment de l'intelligence artificielle et du deep learning, dans le futur rapproché des produits qui carburent au deep learning et qui peuvent tirer des conclusions et avoir des spécificités qu'on ne s'attendait pas. Eh bien là, on se demande, est-ce qu'on doit réformer ce droit-là de la protection du consommateur pour protéger davantage le marchand contre des recours ou simplement caractériser cette imprévisibilité-là comme une indication ou un élément essentiel qui caractérise l'objet ou le produit d'intelligence artificielle? C'est des questions à se poser, puis c'est un sujet de recherche très intéressant. Alors là, on a 1 minute. Et je pense que c'est toujours Manifestement, j'ai des problèmes avec le clicker. Bon, ça, c'est toujours le point qu'on utilise, la personnalité juridique. Je pense que vous avez 4h30 d'avance sur moi, c'est-à-dire que vous avez tous entendu parler de ça lors des présentations. C'est le point qui est peut-être le plus, en tant que tel, c'est-à-dire celui qui est le plus évocateur. Mais c'est important de comprendre qu'à partir du moment où on dit que l'intelligence artificielle on pourrait lui conférer une personnalité juridique, ça veut aussi dire qu'on a potentiellement un co-contractant. Donc c'est sur cet enjeu que c'est important de le saisir parce que c'est plus fondamental que ça. L'élément qui suit, c'est la normalisation des contrats. Je pense que c'est important de le saisir très rapidement, mais au bout du compte, on a compris qu'il y avait une grande incertitude dans le milieu. Puis ça, il n'y a vraiment pas vraiment de surprise par rapport à ça. Et à partir du moment où puis il y a cet aspect de dire, c'est un petit peu le problème qu'on soulevait au début des droits des chevaux. Est-ce qu'on change le droit ou est-ce qu'on ne le change pas? Est-ce qu'on garde nos principes généraux ou on a des lois spécifiques? Puis ça a été les mêmes questions qui se sont posées depuis les débuts des années 90, dès qu'on a un objet nouveau. Là, on a toujours cette citation qui nous dit « Sur des objets nouveaux, faisons du droit antique ». Je suis plutôt en accord avec ça, mais il n'en demeure pas moins que pour les acteurs du milieu, ce n'est pas évident de gérer cette réalité parce qu'ils n'ont pas le temps nécessairement d'aller voir les articles fondamentaux pour dire ben voilà, c'est ça notre solution. Une fois qu'on a dit ça, il y a de fortes chances que la solution découle tout simplement de l'autorégulation. C'est-à-dire que les acteurs du milieu vont se mettre d'accord sur des normes à la fois de transparence, des normes de contrôle, des normes techniques, des normes en matière de responsabilité, et c'est peut-être pour le mieux. À voir maintenant comment ça va évoluer, mais c'est peut-être une vision pour l'avenir, c'est-à-dire cet aspect. Parce qu'au bout du compte, puis on le souligne, puis c'était le message qui est important à comprendre en matière de contrat, l'idée c'est de garder la main. Alors cette expression « garder la main » est toujours utilisée quand on parle d'intelligence artificielle. On pense notamment au rapport Villani, qui est fort intéressant en France, où le titre c'était « garder la main ». Mais mieux que ça, nous on rajouterait « ensemble », c'est-à-dire « garder la main ensemble », ça ressemble à un slogan électoral. Mais la réalité, c'est qu'il y a un équilibre à aller chercher. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire uniquement les organisations, uniquement les individus. Il y a un enjeu à ce niveau-là de discussion, puis réussir à arriver avec des normes qui sont acceptables pour tous les intervenants. Puis c'est sur ces mots qu'on conclut à notre niveau. Et vous, chers humains assis dans la salle, qu'en pensez-vous?